Alors les abonnés, c'est assez dingue parce que vous avez vu que les cinématiques de ce jeu sont photoréalistes et j'ai été vachement impressionné par leur qualité et elle était super intéressante. Elle nous a donné plein d'infos, je pense, pour la suite du jeu et pour trouver la solution aux énigmes. Et d'ailleurs, en parlant de moyens de diffusion, on est, c'est une belle référence des développeurs, on est en train de voir le plus vieux moyen de diffusion du monde, le téléphone, avec le modèle original de la cabine téléphonique inventée par Clovis en 1500. Et c'est aussi pour les geeks une belle référence à, vous le savez tous, Dr. Woods. Alors, on va continuer un petit peu dans le labyrinthe pour essayer de trouver la sortie. Ah, une caméra. Cheese. Je vais aller me balader un peu. J'aimerais bien trouver par où on va. Et qu'est-ce qu'on a devant nous? Un ordinateur. Alors là, je peux vous dire, vu la tronche qu'il a, que c'est un sacré ordinateur de hacker. Je pense que ça, c'est quelqu'un qui pirate la NASA ou minimum, ou Twitch même, peut-être. C'est fou, il y a tout plein de choses quand même. Un dessin abstrait. Et, oh, une jolie cabane. C'est une cabane grise adossée à un fond vert. Et je vais continuer un peu d'aller voir ce qu'il y a. On a encore une magnifique vue sur l'ordinateur de Frankenstein avec des câbles dans l'écran. Et, ah, qu'est-ce que je vois? Une référence à Ricky Martins, un de mes chanteurs préférés, avec un texte au-dessus. C'est sûrement un indice. Attention les abonnés, soyez attentifs. Roy. C'est du russe, je crois. S'il y a un abonné qui parle le russe dans le chat, n'hésitez pas, parce qu'on a besoin de savoir ce qu'il y avait marqué. Et par où je vais maintenant? C'est fou, encore du bois. Le travail du bois est vraiment remarquable depuis le début du jeu. C'est très impressionnant. Et oh, voilà le chemin. Voilà pas le chemin. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'ai wall hack le jeu. Hop, je vais encore wall hack le jeu. Et bien voilà. On se croirait dans une belle forêt de conifères. C'est franchement super agréable. Mention toute particulière au travail des développeurs. Et qu'est-ce que je vois au loin? Ah, la cabane de la colline en grande. Ah, je sais pas si j'entre, j'ose pas. Allez, à la une, à la deux, j'ose pas. Allez, j'y vais. Je suis dans la cabane. Peut-être. Ou peut-être pas. Bonsoir. Je crois que ouais, il faut juste que je trouve mon PowerPoint. Laissez-moi une minute. Ok. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la vie de quelqu'un, enfin plutôt de sa mort d'ailleurs, mais c'est pas spécialement pour parler exclusivement de lui, c'est surtout l'occasion de parler de parler de trois choses principalement. L'open source, en tant que je développerai ce que c'est, enfin quelques définitions au fur et à mesure. L'open source en tant que communauté, en tant que philosophie, en tant que voilà, suite d'outils. Donc, attends, j'ai peut-être une petite image pour ça. Hop. Je vais vous parler d'open source, je vais en parler un peu de blockchain, de crypto-monnaie, etc. Donc je sais que c'est vachement à la mode, beaucoup de gens en parlent. Et je vais parler aussi de, je sais pas quel mot utiliser pour ça, mais d'idées que moi je vais appeler des idées nauséabondes. Donc c'est pour ça qu'il y a un trigger warning à l'écran. Enfin, on a trouvé le nom en français aussi de trigger warning, c'était Traumavertissement en québécois, j'imagine. C'est une conférence, enfin c'est une présentation d'un état de recherche, voilà, qui est en cours évidemment. C'est pas
quelque chose d'arrêté, mais qui va évoquer le suicide de quelqu'un, aussi bien des idées assez conspirationnistes, des idées des idées clairement racistes, misogynes, homophobes et nauséabondes, comme je l'ai dit au début. Et donc, pour moi, ce qui va être intéressant, c'est de voir toute une facette que j'ai découvert en fait à travers cette personne, et une intuition que j'avais depuis longtemps que justement, ce dont on parlait un peu plus tôt avec Peggy et Pimpan et Marius, que les outils ont plusieurs faces. Les outils ne sont pas construits de manière neutre, mais en plus de ça peuvent être utilisés à différents escients. Là, derrière moi, normalement, j'ai trouvé une solution pour ce micro parce que j'ai besoin de mes deux mains. Derrière moi, on voit un petit arbre de certains logiciels open source. Il y a Inkscape tout en haut, qui est un logiciel vectoriel. Il y a GIMP. Mais en fait, la plupart des logiciels open source sont d'une certaine manière cachés ou en fait sont utilisés pour faire tourner des sites internet, pour faire tourner des services en ligne ou pour faire des choses qui ne sont pas vraiment visibles par un utilisateur ou une utilisatrice lambda. L'open source, c'est aussi, je vais vous trouver les règles, on appelle ça aussi il y a bien sûr des nuances, mais le logiciel libre. Le logiciel libre, moi j'ai découvert ça, pour être honnête, en arrivant à Bruxelles il y a un certain temps, un peu trop longtemps maintenant, j'ai l'impression, il y a peut-être 6 ans. C'est des logiciels qui, la différence des logiciels propriétaires, respectent ces libertés-là. Qu'on peut l'utiliser pour tout usage. Bon, déjà, en fait, rien qu'à partir de cette première règle, évidemment, on pense ce dont parlait Marius tout à l'heure, le fait que nous, on a voulu créer notre propre serveur de streaming parce qu'on avait des soucis de copyright, par exemple. On avait envie d'avoir plus de la main mise sur ce qu'on pouvait diffuser ou pas. Les soucis de copyright, c'est quand même régi par la loi. Donc, au final, ça nous a permis de faire une chose d'une certaine manière illégale. Enfin, pas d'une certaine manière, mais clairement illégale. Nous, entre nous, on trouve que utiliser des musiques copyrightées, c'est parfois moralement justifié, mais c'est différent du droit. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que quand on décide que son logiciel est en accès libre à tout le monde, on décide qu'il soit utilisé à différents, parfois à mauvais escient d'une certaine manière, ou avec des intentions qui ne sont pas forcément les bonnes. Donc aujourd'hui, on va parler d'open source, de crypto-monnaie et de un peu de fascisme. Désolé, je me retrouve pas trop dans mes notes parce qu'en fait, je vois pas moi-même l'écran. Il faut que je me tourne. Hop. Comme vous le voyez peut-être, l'ordinateur que j'utilise, c'est un ordinateur. On s'en fiche un peu de l'ordinateur en lui-même, mais j'utilise un système d'exploitation qui s'appelle Arch Linux. Arch Linux, c'est un système d'exploitation qui n'est pas Windows ni macOS, qui est beaucoup plus léger, et beaucoup plus raw, on dirait, donc un peu plus cru, un peu plus pur, on va dire, je sais pas. Ce système d'exploitation, en fait, moi, comment je m'y suis formé, c'est en regardant des vidéos sur Internet. Je vais vous montrer un peu l'exemple à quoi ça ressemble, mais des vidéos sur Internet de quelqu'un qui s'appelle Luke Smith. Limite, attends, je vais essayer de... on va aller voir ça tout de suite. En fait, je vais vous faire parcourir le chemin que j'ai fait pour arriver au suicide d'un développeur français et vous expliquer à travers sa lettre de suicide quelques notions quelques questions que je me suis posées à cause de ça. Hop. Je regarde si c'est assez grand. Et oui, je devrais aussi lire le chat en même temps, mais ça va être assez dur. Donc si... Luke Smith, c'est un linguiste américain. On voit sa photo comment on appelle ça, d'université, sa photo de rentrée. Je vais vous montrer aussi l'ensemble un peu de ces vidéos parce que en fait, on va vite voir qu'il y a des petits signes cachés qui montrent qui auraient fait que j'aurais pu me rendre compte un peu plus tôt
que je regardais des vidéos de quelqu'un qui avait des idées très très éloignées des miennes. Donc cette personne, Luke Smith, fait des vidéos techniques sur comment installer Arch, donc le système que j'utilise, ou des logiciels que j'ai l'habitude d'utiliser. Et c'est pour ça que j'ai découvert son contenu. Si je vous montre, voilà, je vais vous montrer donc cette petite vidéo d'installation rapidement. L'œil averti trouvera juste quand même des iconographies dans les miniatures de ces vidéos qui en fait ah oui, on n'a pas le son, c'est pas très grave, de toute manière on n'en a pas besoin. Donc voilà, c'est vraiment du contenu de base qu'on a l'habitude de voir sur YouTube, c'est-à-dire quelqu'un qui va, voilà, comme on est en train de le faire maintenant tout simplement, qui va montrer son écran, expliquer des choses. En fait, cette personne, donc Luke Smith, a un savoir assez technique, assez haut. Et on est beaucoup à regarder ses vidéos parce que c'est un des seuls qui est capable de faire, qui fait en tout cas des tutoriels d'installation et un peu qui résout des problèmes qu'on peut avoir souvent. Le problème, c'est que en regardant toutes ces vidéos, je sentais qu'au fond, il avait une sorte d'idéologie, enfin quelque chose que je trouvais un peu puant. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à faire des recherches sur en fait, le lien avec des idées, par exemple, libertariennes ou des idées conservatrices parfois, et l'open source. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que je suis tombé sur donc, le suicide de Laurent Bachelier. Laurent Bachelier, c'est qui je vais vous montrer à quoi il ressemble, parce qu'il y a quelques vidéos YouTube. Laurent Bachelier, c'était un développeur français qui travaillait dans la généalogie, donc les sites qui permettent de retrouver ses ancêtres, etc. Mais qui, à côté, avait développé un logiciel, un side project, comme on dirait, qui s'appelle Weboob. Ça veut dire Web Outside of Browser. Donc c'était une façon de consulter le net sans navigateur, d'une certaine manière. Comment j'ai trouvé cette personne ? Voilà, c'est d'ailleurs, vous avez certainement reconnu qu'il avait le t-shirt qu'on trouvait dans le jeu de tout à l'heure. Comment j'ai trouvé cette personne ? C'est parce que il y a une sorte un peu de, comment dire, il y a une sorte d'enchaînement un peu étrange. Le 6 janvier, c'était en 2020 ou 2021, la prise du Capitole, l'invasion du Capitole. Je crois que c'était en 2020. 2021 déjà ? Ah ouais. Attendez, je regardais simplement le chat au cas où. Hop. Ok. C'est bizarre, tiens. Hop. Il y a GoPlay in the Yard qui me dit déjà sa tête, on capte que c'est un facho Luke. Bah justement, oui et non. Luke Smith, qu'on voyait tout à l'heure, où tu peux pas trouver à la tête de quelqu'un que quelqu'un est un facho ou pas. Effectivement, on voyait en bas à droite sur sa miniature, tous les étudiants et étudiantes américains qui passent par des campus ont des photos comme ça. Donc ça, je veux dire, c'est pas un signe GoPlay in the Yard. Mais oui, peut-être que j'aurais pu m'en rendre compte plus tôt, d'une certaine manière, plus simplement. Donc oui, la prise du Capitole, vous avez tous, j'imagine, vu ces images. On trouve encore, pareil, dans ces images, des petits indices. Je vais vous en lister quelques-uns quand on va revenir sur les images de Luke Smith, etc. Des petits indices qu'on appelle des dog whistles. Donc en français, on appellera ça des sifflets pour chiens, c'est-à-dire des indices qui... C'était le cas tout à l'heure quand je vous montrais la page... pardon. L'ensemble des vidéos de Luke Smith, on voit cette image qui est Pepe the Frog, qui est une image qui a été dessinée par quelqu'un, mais en dehors des intentions que la personne avait derrière, elle s'est retrouvée à être beaucoup utilisée par les supporters de Trump lors de sa campagne, par des utilisateurs du forum 4chan, et en fait, initialement, avant que tout le monde se rende compte que ces gens l'utilisaient, on appelait ça un sifflet pour chien. Pourquoi ? Parce que
à l'instar des civils pourchains que nous, humains, on n'entend pas, c'est des petits symboles ou des petites iconographies qui permettent à des gens qui ont ces idées-là de se reconnaître entre eux. Lorsqu'on va sur les images du Capitole, il y a par exemple des drapeaux, beaucoup de drapeaux. J'ai plus le nom en tête, mais c'est un drapeau qui est beaucoup utilisé chez les libertariens. On le voit en haut à gauche. Pardon. Dans l'image, ouais, sur la gauche, c'est un espèce de serpent qui se fait écraser dessus. Des gens avec des tatouages avec le chiffre 88, qui est une référence enfin, justement, on va parler que ça ne signifie pas tout le temps ça, mais c'est une référence ça fait les lettres HH, donc Heil Hitler. Ou par exemple des liens avec l'odinisme ou des mythologies vikings, comme vous avez bien sûr vu cette image qui a vraiment beaucoup tourné de ce viking qui rentrait dans le Capitole, cette personne avec des cornes qui rentrait dans le Capitole. En fait, il y a un ensemble de symboliques autour de ça qui aurait en fait pu nous faire comprendre initialement que cette personne avait des idées de suprémacisme blanc, des idées proches de régimes comme le régime nazi, en fait, avec une mythologie nordique un peu réinventée et remis à la sauce, à une sauce qui leur permet en fait que leurs idées soient transmises par ces espèces de valeurs. Donc des dog whistles, il y en a quelques-uns, et je pense que la meilleure façon de vous faire vraiment une micro-liste à travers notamment la lettre de suicide de Laurent Bachelier. La lettre de suicide de Laurent Bachelier, c'est ça ce qui m'a étonné au début, c'est qu'on la trouve sur son blog. Voilà. Donc il s'est suicidé le 21 décembre 2020, je crois, ou le 12, mais en tout cas, ça a été publié juste avant. C'est assez étrange. C'est la première fois de ma vie que je lisais la lettre de suicide de quelqu'un en ligne, que je connaissais pas. On va passer sur. Il était atteint d'une maladie au visage qui lui donnait des douleurs ultra fortes, et une maladie qui est connue pour être, qui est surnommée, la maladie du suicide, parce que les douleurs sont tellement fortes que beaucoup de gens qui atteignent cette maladie finissent par se suicider. On va passer cette partie-là parce que c'est quelque chose, qui fait partie de la vie de ce monsieur. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est une partie où il fait des références à ses idées d'une certaine manière. Et on va revenir sur ce dont on parlait tout à l'heure sur l'entretien avec Pimpan et Peggy. On se rappelle souvent des images, par exemple du 11 septembre, on se rappelle d'images médiatiques ultra choquantes, et en fait les gens qui ont des idées qui ne croient pas en ces récits officiels, évidemment c'est vers ces événements historiques marquants qu'ils vont essayer de trouver de nouvelles narrations. Voilà. Je vais vous lire une partie. Je voudrais revenir sur la seconde condition nécessaire au suicide, l'absence d'espoir. Car après tout, il y a un problème dans le codage de caractère aussi. Je ne sais pas vraiment pourquoi, je ne sais pas si chez vous pouvez accéder au site. Le site, c'est laurent.bachelier.name/note.txt. Il est encore en ligne et parce qu'il a été payé pour un certain temps, il disparaîtra parce que Laurent Bachelier n'est plus apte à le payer. L'absence d'espoir. Car après, tout de même, même quand tout va mal, il n'y a aucune raison d'en finir si on a la moindre chance d'amélioration. Après ces années, j'ai peu de doutes sur le plan de ma santé. Plus de pistes d'amélioration en vie, il y a cependant un autre aspect. Peut-être est-ce que je suis plus attentif ou parce que j'identifie plus facilement la dégénérescence de mon corps à d'autres choses, mais force est de constater la décadence de la civilisation occidentale. Il m'a fallu du temps pour l'accepter, peut-être plus que pour accepter mon propre sort. Je ne vais pas ici chercher à convaincre, à digresser sur Desmond, le bâtiment 7 ou les portes en bois. Ce que je vois, c'est une république de Weimar presque mondiale et l'existence du mal. Je noterai tout de même que l'ennemi est intérieur. C'est l'autoflagellation constante, la haine de soi, de ses ancêtres, de son héritage. Pour ma part, alors que je vais commettre une action qui pourrait y faire penser, je m'oppose complètement à ce mode de pensée. Je continue et je reviendrai sur les points qui me paraissent importants. Certains d'entre vous le savent déjà, j'avais l'intention de m'orienter vers une vie plus simple, éloignée des conséquences de la révolution industrielle qui ont été désastreuses pour l'humanité. La panique sanitaire, toujours plus déraisonnable, a été instrumentalisée pour y nuire tout en favorisant une industrie dont je faisais partie, mais qui maintenant
me dégoûte. Mais au fond, j'imagine qu'il parle de l'industrie du numérique ici. Enfin. Mais au fond, moi-même, je savais déjà que je n'aurais pas pu entreprendre les efforts nécessaires. Pour le côté un peu choquant, je vais juste finir ce paragraphe. C'est une tendance de fond, mais cette année en particulier a montré la soumission totale de la population, tout d'abord en acceptant une violation des libertés inégalée face à un virus moins dangereux que la grippe saisonnière, puis en s'agenouillant devant un criminel aguerri mort d'overdose en résistant à la police, ou encore la prétendue défense de la liberté d'expression quand on emprisonne des gens pour leurs opinions. Étrangement, alors que la crédibilité des médias est toujours au plus bas, la population a béatement accepté ces distorsions de la réalité. Pour couronner le tout, F9 a été repoussé en 2021. F9, c'est Fast and Furious 9. Mais c'est pas un dog whistle, donc on va pas s'arrêter sur ça. Donc revenons un peu, il y a des choses un peu étranges. Moi, alors, ce que j'appelle des dog whistles, notamment c'est ça, quand on parle de bâtiment 7, voilà, moi je veux l'admettre aussi, quand j'étais jeune, j'avais envie de croire à une conspiration derrière le 11 septembre, et ça donnait une sorte de récit à ma vie. Donc le bâtiment 7, en fait, c'est la tour, une tour qui est à côté des tours jumelles, qui s'est effondrée aussi le 11 septembre. Et donc, quand on dit ça dans des forums de discussion, dans sa lettre de suicide par exemple, c'est une façon d'admettre déjà qu'on ne croit pas au récit officiel du 11 septembre, mais aussi du coup, qui est reconnu par les gens initiés. Je vais vous la souligner pour que ça soit un... Mais moi, c'était dans cette liste, dans cette petite énumération, c'était la seule rêve que j'avais. Parce que le monde du conspirationnisme, j'en suis un peu parti, ça m'intéresse plus vraiment, plutôt d'essayer de comprendre les mécanismes derrière, mais je suis plus d'une certaine manière, donc j'ai pas trouvé ce que c'était Desmond. Je sais que le bâtiment 7, donc c'est une référence au 11 septembre, et les portes en bois, en fait, c'est assez triste. Les portes en bois, c'est une façon de dire qu'on ne croit pas en l'Holocauste. C'est une façon de dire, étant donné que tous les portes des chambres à gaz étaient en bois, comment ça se fait qu'on a pu tuer autant de personnes? Donc, ici, on trouve des exemples de dog whistle français, le négationnisme, donc le fait de ne pas croire, de réfuter l'histoire des chambres à gaz, ainsi que le nombre de morts et de morts juifs plus précisément pendant la guerre. Je ne dis pas que c'est une exception française, parce qu'aux États-Unis, ils en parlent, ça leur arrive aussi. Mais en tout cas, en France, il y a beaucoup de négationnistes, et on va voir que c'est des gens que soutient d'une certaine manière Laurent Bachelier, parce que lorsqu'il parle ensuite de liberté d'expression, il se réfère plutôt à ces gens-là qui se font arrêter. Autre chose qui est une citation directe et qui va nous emmener vers justement des modes de pensée assez radicaux et assez étranges, c'est que certains d'entre vous le savent déjà, j'avais l'intention de m'orienter vers une vie plus simple, éloignée des conséquences de la révolution industrielle qui ont été désastreuses pour l'humanité. Des conséquences. Pas exactement ce que je cherchais, mais je vais vous retrouver directement. En fait, cette phrase-là, c'est tout simplement une des phrases d'introduction d'un des paragraphes du manifeste de Ted Kaczynski. Ted Kaczynski, c'est bien qu'on y aille maintenant. De toute façon, je vais plus avoir beaucoup de temps, donc d'ici une dizaine de minutes, on va pouvoir passer à la suite. Ted Kaczynski, c'est
il est encore en vie, il est en prison aux États-Unis. C'est un terroriste américain qui a envoyé des bombes par la poste dans les années fin 80 et 90. Je dirais, ok, pourquoi ça se retrouve dans la lettre de suicide d'un développeur français contemporain, parce qu'en fait, donc, si vous n'êtes pas familier avec la vie de, juste un petit peu de lag, avec la vie de Ted Kaczynski et son combat, on va dire, c'est quelqu'un qui en fait était qui était un étudiant en mathématiques à l'université, qui était une université prestigieuse, quelqu'un de vraiment literate en sciences, etc., qui aurait peut-être, en tant que job étudiant, participé à des expérimentations liées à de la drogue ou des médicaments, et a décidé d'aller vivre reclus dans la forêt. Je vais vous montrer d'ailleurs une petite photo de son cabanon. On l'appelle, son petit surnom, je dirais. Son petit surnom, c'est le Unabomber, qui se réfère à université et aviation, parce qu'il envoyait pas que à des gens de l'université ou de l'aviation, mais il avait envoyé à la base des lettres à des chercheurs en mathématiques d'université et à des patrons de compagnies aériennes. Unabomber cabine. C'est quelqu'un qui avait décidé de se retirer dans la forêt pour justement sortir de cette société industrielle qui faisait tant de mal à la civilisation. Laurent Bachelier, dans sa lettre, d'ailleurs, ne précise pas, mais la phrase originale, je crois, c'est plutôt la civilisation occidentale. C'est-à-dire que donc la société industrielle a eu des conséquences désastreuses sur la civilisation occidentale parce que évidemment qu'on a tous des élans ludites et des élans un peu technophobes, parce que les techniques sont aussi un outil du capital pour asservir les gens. Mais c'est pas exactement le point de vue de TED. Il n'est pas aussi pur d'une certaine manière, j'ai envie de dire, ou aussi dirigé. Ted Kaczynski mélange racisme, suprématie blanche dans ses références et ses envies. Je comprends pas juste pourquoi ma recherche ne s'effectue pas. Hop. Cette personne-là, en fait, elle est pour moi capitale dans les constructions actuelles des pensées fascisantes, nauséabondes, liées à l'informatique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il représente quelqu'un qui est à la fois les outils mentaux et techniques de s'occuper de l'informatique, de comprendre les machines, etc., mais en même temps qui refuse, parce qu'il a tellement bien compris comment fonctionnait tout ça, la seule voie de survie, c'est d'aller vivre tout seul dans la forêt. Pourquoi je trouve que cette personne est importante, en tout cas dans ce que j'essaie d'expliquer, c'est que Luke Smith, qu'on voyait tout à l'heure, je vais essayer de voir si ça met pas trop de temps à revenir. Non, c'est pas lui. Non. Luke Smith, déjà, a décidé, il fait des vidéos depuis bien 5 ans, ou je sais plus combien de temps. Moi, je le regardais pendant 1 ou 2 ans. Il a décidé de quitter ses appartements pour aller vivre dans la forêt, dans une petite maison. Vraiment, c'est une sorte, un peu pour lui, c'est une idole, Ted Kaczynski. On va le voir peut-être que... d'ailleurs, non, pardon. On va le voir souvent, en fait, quand il fait des vidéos maintenant, il se balade dans une espèce de forêt, dans sa propriété, il a sa petite cabine et il fait ses vidéos, puis il part dans un cybercafé pour l'uploader, tout ça. Et c'est vraiment quelqu'un encore très literate en informatique et de très au courant des mécanismes, comment fonctionne Internet, comment fonctionnent les ordinateurs, et qui décide, par sa connaissance, il a tellement de connaissances que la radicalité le pousse à se retirer totalement de ça. Bon, on continue à faire des vidéos YouTube et je pense qu'on va finir sur ça. On peut lui faire des virements en crypto-monnaie sur son site. Donc je veux dire, il a quand même encore un peu besoin d'ordinateur. Il n'a pas encore réussi à vraiment couper les ponts. Mais ce qu'on voyait tout à l'heure lorsque j'ai mis une vidéo, c'est... Je peux montrer presque. C'est quasiment au bout de mon doigt. Sa seconde photo de profil, disons. C'est une référence, un montage, pardon.
au portrait robot de Ted Kaczynski lors de sa recherche. Ted Kaczynski, il a envoyé des bombes pendant plusieurs années. On n'a jamais su qui c'était. Il a ensuite voulu publier son manifeste. Il a proposé au Washington Post d'arrêter les bombardements, d'arrêter d'envoyer des bombes, si son manifeste était publié. Et donc, entre-temps, parce qu'ensuite c'est son frère qui, à la lecture du manifeste que le Washington Post a accepté de publier, on parlait tout d'ailleurs de Jack l'Éventreur ou des gens qui... On ne sait pas ce qui vient avant, c'est-à-dire est-ce que les gens font des crimes et ils se rendent compte que du coup ça fait de la publicité, ou est-ce que s'ils ont tellement besoin de publier leur truc que la seule solution qu'ils ont c'est de faire des crimes, etc. Mais donc à la lecture de son manifeste, son frère se dit mais attends, je reconnais un peu le style d'écriture de Ted, donc ça doit être certainement lui, puis il s'est fait arrêter. Et effectivement, c'était lui quand on a retrouvé du matériel pour faire des explosifs dans sa cabane en fait. Comment j'aimerais finir cette présentation un peu étrange, c'est parler un peu de crypto-monnaie. La crypto-monnaie, pour moi, c'est un très bon exemple parce que c'est une technologie qui peut avoir des avantages. Imaginons dans des pays où les banques comment expliquer ça ? Ça peut avoir ça reste un outil, ça peut avoir des avantages, permettre à des populations opprimées, des journalistes de faire des transactions de manière sécurisée, permettre aux gens de sortir de l'emprise de leur gouvernement, de sortir de l'emprise de leur banque, etc. La crypto-monnaie, c'est aussi, on le sait, et d'ailleurs les médias le rabâchent souvent dès qu'il faut commencer un peu à calmer les gens sur ça, on sait que la crypto-monnaie est utilisée pour financer le terrorisme, ou là on le voit que c'est utilisé pour ne pas se soumettre aux sanctions internationales. J'imagine, je vais juste du coup vous montrer deux outils parce que je trouve ça. Je vous ai expliqué quelques dog whistles sans en faire une liste exhaustive, mais je vais vous montrer deux outils et c'est comme ça qu'on va revenir à Laurent Bachelier, qu'on va un peu comprendre pourquoi, en plus de sa lettre de suicide, il avait en tête autre chose à faire pour que l'humanité aille mieux d'une certaine manière. Comme je disais, Luke Smith, on peut lui donner de l'argent. Donc il a un site internet qui est assez, qui est un peu, bon, qui a un style tel qu'il est, on va dire. Enfin, voilà. Et on peut donc lui faire des donations. On peut lui faire des donations en Monero et en Bitcoin. Les crypto-monnaies, un de leurs grands avantages, c'est que toutes les transactions sont publiques. C'est ce qui garantit la sécurité des transactions, c'est que tout le monde, tous les ordinateurs qui font partie du réseau peuvent avoir accès à toute la liste des transactions et peuvent comprendre, peuvent savoir qui a donné de l'argent à qui et combien d'argent sur les wallets. Là, on a des longs numéros un peu étranges. C'est bien à ma main. Il faut comprendre ça, c'est comme des IBAN en fait. C'est des identités bancaires c'est un identifiant unique qui est comme un porte-monnaie, dans lequel on peut recevoir et depuis lequel on peut envoyer de l'argent. Ça correspond à un IBAN. Donc la crypto-monnaie, évidemment, c'est anonyme. Une fois que j'ai ce chiffre, je ne peux pas savoir que c'est à Luke Smith. Mais en même temps, il est sur son site, donc ça permet c'est pseudo-anonyme, parce que forcément que c'est l'adresse de Luke Smith, vu qu'il est sur son site. Donc il ne va pas faire des donations à quelqu'un d'autre. Il existe des outils pour analyser les transactions. Et c'est grâce à des outils comme ça qu'on s'est rendu compte que on s'est rendu compte, des journalistes, des chercheurs se sont rendus compte que au moment du décès de Laurent Bachelier, mais surtout en fait avant la tentative de prise du Capitole, cet acte un peu étrange, on s'était rendu compte que des gens, et je vais vous montrer un diagramme qui le montre. Nick Fuentes, par exemple, c'est quelqu'un qui était au Capitole. C'est quelqu'un qui est aussi youtubeur, et je vous ai pas lu cette partie de la lettre de suicide de Laurent Bachelier, mais en gros, il explique que des jeunes gens lui donnent envie quand même pas de continuer à vivre, parce qu'il décide quand même de se suicider, mais lui donnent de l'espoir, ce fameux espoir qui est la seconde cause pour pas qui est la seconde cause qui font que, n'ayant plus d'espoir, il décide de se suicider. Ça, c'est Nick Fuentes, donc le 6 janvier au Capitole, et
latence. Sur ce diagramme, on se rend compte, je sais pas, je pense que malheureusement je ne peux pas trop zoomer, j'espère que si. Hop. Qu'à sa mort, juste avant de décéder, Laurent Bachelier a décidé de faire des donations de crypto-monnaies à différentes personnes. Nick Fuentes a reçu 13 bitcoins et demi, ce qui représente quand même beaucoup d'argent. Malheureusement, on voit pas bien. Voilà. En fait, on a pu tout simplement, même si là c'est ésotérique ce que vous lisez ici, on a pu retracer rapidement. Des gens passent leur temps à étudier les comptes de ces organisations d'extrême droite ou de gens qui sont des gens seuls ou des associations, tout ça, et se rendent compte qu'il y a des grands échanges. En retraçant les coordonnées de la blockchain, donc en retraçant les transactions de crypto-monnaies, on s'est rendu compte que ça venait d'un échange français, d'une bourse française, disons, et on a pu retrouver tout simplement l'identité précise de la personne, qui était Laurent Bachelier. Laurent, du coup, il a donné un bitcoin à Luke Smith, que je vous montrais tout à l'heure, il a donné de l'argent à Nick Fuentes, il a donné aussi de l'argent à des blogueurs négationnistes. Dans cet article, il décortique un peu effectivement aussi sa lettre de suicide qui quand même donne des pistes un peu de ce qu'il compte faire avec son argent. Je retrouve pas l'image que je voulais vous montrer. Attendez. Et malheureusement, je me rends compte que le temps passe vite et il y avait plein de choses à dire sur la vie de Laurent Bachelier parce que justement, il avait fait des vidéos, tout ça, c'est parce qu'il y avait un petit outil qui s'appelait Weboob et que à cause du nom de l'outil lui-même, il a eu des ennuis et donc il y a, si vous voulez, des fils de commentaires où Laurent Bachelier s'exprime quant à ses avis de comment on pourrait nommer un logiciel, pas nommer un logiciel, qu'est-ce qui est de la cancel culture, qu'est-ce qui est du wokisme, etc. Et c'est vraiment quelqu'un qui incarne beaucoup, qui mélange et qui incarne beaucoup d'idées nauséabondes, mais en même temps qui s'exprime et dont on a des documents et dont on a une sorte d'archive. Je voulais d'ailleurs, j'ai pas eu le temps, mais introduire cette conférence en disant que moi, c'est une série de conférences que je fais dont il y a des traces pour les anciennes et à chaque fois, la question de l'archivage est capitale. C'est-à-dire que moi, j'ai gardé pas mal des interventions de Laurent Bachelier en ligne ou de ses blogs, etc. Parce que vu qu'il est décédé, tout va être supprimé. Et en plus de ça, il avait déjà pré-supprimé des choses parce que il avait des blogs où il tenait des propos qui étaient tout simplement qui étaient quasiment illégaux. Je voulais juste, je pense que ça va être compliqué de faire la démo technique, mais en gros, petit conseil, je pense qu'on va finir sur ça va être plus simple parce qu'il y a encore pas mal de contenu, enfin pas mal, il y a encore un petit truc et il est déjà moins le quart. Si vous êtes en train de, je sais pas, je vais prendre l'exemple d'Éric Zemmour qui pour moi a des idées qui sont très mauvaises, qui sont très nauséabondes aussi. Si Éric Zemmour a sur son site une façon de lui donner de la crypto-monnaie, il suffit de récupérer l'IBAN pour, l'adresse de wallet, donc qui correspond à un IBAN, pour analyser son compte. Et si, comme je voulais vous le montrer ici, je me permets pas de lancer l'outil maintenant parce que je vois à quel point c'est un peu lent le délai entre mon ordi et là-bas et ça va juste être un peu galère. Mais cette adresse-là, je l'ai étudiée. Moi, j'ai fait des recherches dessus. Cette adresse qui commence par BC1 et il y a eu que 2 transactions dans les 2 mois derniers et aucune autre. Je me suis dit, mais attends, c'est bizarre. Laurent Bachelier aurait donné un bitcoin à Luke Smith, je le trouve pas, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, j'imagine que peut-être à la suite des affaires qui sont un peu sorties autour de Laurent Bachelier, Luke Smith s'est dit, peut-être que je vais me créer un nouveau compte, tout simplement, et changer. Donc si par hasard vous êtes sur le site de quelqu'un avec des idées que vous n'aimez pas et que vous voulez savoir qui le finance, et savoir si par hasard il reçoit beaucoup d'argent ou pas, et que l'adresse qui est fournie sur son site n'a pas l'impression d'être très active, utilisez par exemple, moi j'ai l'extension Internet Archive qui me permet de revenir en fait dans le temps, qui permet de voir le site comment il était à une certaine époque. On mettra les liens évidemment dans la description, tout ça, dans la rediff, mais en gros, on l'utilisait déjà lorsque je faisais une présentation sur les sites de Free Party qui ont pour la plupart disparu. C'est un outil qui est
très important, très puissant, très facile d'utilisation et qui vraiment un peu pose la question de comment dire l'oubli, le droit à l'oubli, etc. Mais en tout cas, lorsqu'on recherche, moi je suis allé, la date, j'étais à peu près aux dates de. Ah oui, alors en fait, il n'avait pas fait comme ça à la base. Lorsqu'on recherche, on retrouve tout simplement la bonne adresse. Hop. On peut retrouver une adresse différente, pardon, et ça nous permet en fait de retracer vraiment le paiement, et du coup on retrouve le wallet de Laurent Bachelier, et à partir de celui-là on peut retrouver à qui d'autres personnes il l'a donné, tout simplement. Hop, je crois que c'était octobre, si je vais par exemple. Bon, en finissant sur ça, voilà, moi, vous direz, ok, pourquoi ça fait, enfin, c'est assez étrange, pourquoi tu t'intéresses, enfin, pourquoi t'intéresses à ces personnes aussi néfastes comme ça. En fait, voilà, pour moi, jusqu'à ce que je découvre un peu ça, même si j'en avais l'intuition, pour moi, les idées liées à l'open source, liées aux distributions libres, des choses qui sont faites de manière, j'avais une photo, je crois, pour illustrer ça, toujours un peu associative ou toujours un peu, attendez, je vais là. C'était pas des trucs qui m'effrayaient, puis surtout pour moi c'était des choses qui étaient liées à des choses communautaires, humanitaristes, un peu sans frontières comme ça, en mode le Wikipédia par exemple pour moi, où c'était des efforts qui étaient super louables en fait. Mais en fait derrière ça c'est juste des gens, l'open source c'est juste des gens, il se trouve que c'est des gens qui sont pour la plupart occidentaux et qui sont des mecs et qui sont blancs, et du coup ben, dans cette population là effectivement parfois on peut tomber sur des Laurent Bachelier ou des Luke Smith qui ont des idées qui sont pas forcément que moi je partage pas, tout simplement. Et ce qui m'inquiétait aussi, enfin ce qui m'a surtout surpris, c'est un peu ce truc pernicieux où tu dis tu regardes des vidéos, des tutoriels, des trucs techniques, mais en fait bah, discrètement tu as des liens avec le Unabomber, il s'y réfère souvent en tant qu'Uncle Ted, etc. Et petit à petit il y a un discours qui est inclus en toi qui associe l'autonomisation vis-à-vis des outils techniques, des GAFAM, des OS, etc., qui associe ça à une sorte d'écofascisme libertarien individualiste où en gros on contrôle tellement bien nos outils, tellement bien nos machines qu'on n'a pas besoin de gouvernement, on n'a pas besoin de loi, et le darwinisme social fera que tout seul, tout s'harmonisera tout bien, et nous de toute façon on n'a aucun problème parce qu'on sait utiliser Arch Linux, on pourra survivre et tout va bien aller pour nous. Bon, sur ça je crois que je vais devoir vous laisser et on va retourner à nos occupations. Voilà, c'était un peu décousu parce que malheureusement bah, on avait plein de choses, on n'a pas beaucoup pu répéter, mais si c'est une des questions qui vous intéresse et si vous voulez qu'on en parle d'autre manière ou quoi, de manière plus longue, de manière plus courte, de manière plus joyeuse aussi peut-être, ou moins, écrivez-nous, il y a nos mails, il apparaît souvent, venez travailler avec nous, et le mail moi je le lis donc je peux le lire si vous avez des questions, etc. Voilà, je sais pas.